pour l'organisation de cette journée, on a donc contacté les intervenants que vous avez vus ce matin, et puis les utilisateurs, aujourd'hui les utilisateurs de la data science et du data mining, qui vont nous faire part de leur retour d'expérience. Et on n'a eu aucun refus. C'est-à-dire que tout le monde nous a dit oui, on vient. Donc c'est quand même assez exceptionnel parce qu'on a des gens qui viennent de Paris, pas mal d'ailleurs, il y en a 4 sur 5 ici qui viennent de Paris et qui ont tous plus ou moins un lien avec l'IUT. Bon, certains ont suivi la formation, et on ne dira pas lesquels. Hein. D'autres ont recruté régulièrement des étudiants diplômés ayant suivi la formation. D'autres sont venus boire des pots aux soirées qu'on organise régulièrement, voire on fait les deux. Donc voilà, alors je vais les laisser se présenter. L'idée aujourd'hui, c'est de partager leur expérience pour que ce soit aussi profitable pour vous, de savoir où ils en sont au niveau de la data science, quels projets ils ont réalisés, quels sont les projets qu'ils envisagent de réaliser prochainement et quels conseils ils pourraient vous donner, à vous qui êtes sans doute sur le point aujourd'hui d'utiliser un peu plus encore la data science au quotidien. Voilà, donc je vais laisser la parole à Philippe Toublanc de TF1. Bonjour à tous. Un ancien de STID d'ici, hein, je suis passé quand cet amphi n'existait pas. Depuis maintenant une vingtaine d'années à TF1, où j'ai fait de la statistique pour les audiences, puis après de la BI sur l'ensemble du système d'information de la pub. Et depuis un an, le groupe TF1 est en très grande transformation et ça a donné l'occasion de la création d'une équipe data dont j'ai la charge, qui a pour but de collecter l'ensemble des informations du groupe TF1, de les agréger, d'en tirer de l'intelligence et de la statistique et surtout de les activer sur nos plateformes digitales ou nos plateformes CRM. Aussi Philippe Perrier. Donc, moi je ne suis pas un ancien de l'IUT, moi je suis un ancien des soirées. Voilà. Non, on a travaillé ensemble avec Tanguy quand on était petit chez SPAD, entre la version 3 et la version 4, donc on a la version 9 maintenant. Donc voilà, moi depuis un mois et demi, je suis chez Accor Hotel, je suis VP Head of Analytics, c'est-à-dire que j'ai en charge les équipes Data Science et les équipes Business Analyst. Voilà, et avant j'étais chez les études de marché, j'étais chez TNS et chez Ipsos. Voilà, à peu près le même, on va dire la même feuille de mission hein, quand on est en charge de ce type d'équipe dans une grande boîte, avec en particulier à Accor Hotel quand même un changement assez violent d'environnement économique, hein, avec des nouveaux acteurs tels que les Airbnb, etc., qui viennent, qui se mettent sur des segments de marché qu'on n'occupait pas, et puis une désintermédiation assez violente avec ce qu'on appelle les OTA, hein, donc, qui sont entre le client et l'hôtelier, donc en fait des enjeux de pilotage des canaux et des enjeux de récolte de l'information et de compréhension client. En data science aussi, la consommation de séjours hôteliers, c'est pas comme chez Amazon, chez Netflix, etc. C'est pas des choses qu'on consomme 10 ou 15 fois par an. Donc en fait, une scarcity, des données assez peu répétées, des séries assez courtes. Donc pas mal de problématiques assez complexes à adresser. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Pierre-Antoine Grosbras, donc ni ancien élève, ni pote de soirée de Tanguy, mais, pour l'instant, mais je vois que ça a l'air tout à fait possible d'entrer dans ce cercle. Donc moi je viens de Rennes, je suis plutôt formation NSAI, mais par contre j'ai dans mon équipe beaucoup de personnes, de collaborateurs valeureux qui viennent de l'IUT de Vannes et que je remercie pour cette invitation. Donc moi je représente une entreprise du coin, Yves Rocher, on est basé pas très loin d'ici et on est une entreprise qui utilise de la donnée, de la data depuis très longtemps et donc moi je suis en charge de gérer toute l'information sur les clients Yves Rocher pour
pour adresser des plans de contact, pour comprendre ce qu'elles aiment, pour savoir où ouvrir des magasins, pour voir ce qu'elles font sur le site internet. Et donc, en fait, cette particularité de proposer des produits de grande consommation avec un modèle un petit peu particulier, Yves Rocher, c'est quand même de la vente à distance et du marketing direct, et de le faire depuis longtemps, ça nous met dans une situation par rapport à l'évolution de la data science, mais aussi des outils qui y a derrière le big data, de nous mettre dans une situation un petit peu difficile à changer, parce que nous, la data, c'est pas quelque chose qui est nouveau pour nous, et donc on doit pour la transition faire beaucoup de changements, et bon, j'aurai l'occasion d'en parler plus loin dans les débats, et voilà, donc je suis très, très content d'être parmi vous. Bonjour à tous, moi c'est Vincent Nicolas, je travaille chez Ubisoft, ancien étudiant de STID, Vannes. Je suis sorti en 2010, n'importe quoi, je suis rentré en 2008. Ancien étudiant de Rico aussi, donc à Lyon. Du coup, je joue à domicile, là je connais beaucoup de personnes. Je suis nouveau chez Ubisoft, c'est-à-dire que je suis arrivé il y a 6 mois. Et j'étais donc en tant que data scientist aujourd'hui, j'étais data engineer avant chez Mille Merci, qui est une boîte de web marketing. Et j'ai l'étiquette assez technique, donc je suis en charge de rien, contrairement à mes collègues ici. Je représente peut-être plus l'opérationnel, on va dire. J'ai le côté technique chez Ubisoft, dû à mon passé de data engineer. Et concrètement, ce qu'on fait aujourd'hui chez Ubisoft, donc je travaille dans un département qui s'appelle le CMK, Consumer Market Knowledge. C'est un département central chez Ubisoft. On va travailler directement avec les studios et avec le business et le top management. Donc on a des personnes qui sont directement sur les studios, dans les studios, qui vont faire des analyses pour ces studios-là, et des personnes qui travaillent directement avec le business. La data science là-dedans est une fonction support, et on va les aider, on va mener des études pour donc le côté business et le côté production, et essayer d'allier les deux, et avec notre connaissance faire des profils de joueurs. Donc là c'est plus orienté studio. On va travailler sur la durée de vie d'un jeu, savoir quand et comment sortir une deuxième version d'un jeu ou la suite d'une série. On va travailler sur tout ce qui est étude de churn. On va travailler sur... Je vais en parler un peu plus peut-être tout à l'heure. Voilà, je pense avoir fait le tour. Merci. Bonjour à tous, donc moi c'est Yves Péchinet. Alors moi malheureusement j'ai pas fait l'IUT de Vannes, j'ai fait une autre formation de stats. Oui. Comment ? Tu peux t'inscrire, il y a des formations encore. Ouais, parce que les autres formations que j'ai fait, c'est forcément de moins bonne qualité que celle de l'IUT de Vannes, mais on s'en sort quand même. Oui. Donc moi je travaille dans le groupe Créa École, une filiale qui s'appelle Créa École Payment Services, donc une filiale qui est au service de l'ensemble des banques du groupe Créa École, donc 39 caisses régionales, dont la très belle caisse régionale du Morbihan qui est à Vannes. Donc une filiale qui est en charge de gérer l'ensemble des paiements. Le Créa École, juste pour vous donner quelques chiffres, donc c'est la plus grosse banque en France, c'est 19 millions de cartes bancaires qui sont émises, et c'est 10 milliards d'opérations cartes par an. Voilà, pour vous donner le côté big data de la chose. Et donc, dans cette filiale, moi, j'ai en charge toute la sécurisation des paiements. Donc, ça regroupe la lutte contre la fraude, la lutte contre la cybercriminalité, tout ce qui est cryptographie, parce que sur la carte à puce, il y a beaucoup d'éléments cryptographiques, et toute l'authentification forte également, la sécurisation des entrées sur la banque en ligne. Donc, des activités qui sont hautement passionnantes, parce que sur les problématiques de fraude, il faut comprendre un petit peu, lorsqu'il y a des attaques de fraude, quels sont les schémas qui sont derrière. Et puis ensuite, il faut les modéliser pour arriver à les détecter, à éviter que les clients porteurs de cartes soient victimes de ces attaques. Donc il y a un côté un petit peu expert, comme sur TF1. Il y a un côté un peu jeu du chat et à la souris. Donc voilà, c'est quelque chose d'autrement passionnant. Et j'en profite pour passer un petit message, parce que là j'ai un public qui est conquis. C'est des domaines qui historiquement, les paiements dans les banques, c'est assez étonnant, mais il y a énormément de données. Donc là on
on est obligé de faire du big data. Et il n'y a aucun data scientist dans ces domaines-là. Historiquement, c'est des domaines qui sont très orientés ingénieurs de production, parce que ça doit être tous les systèmes qui fonctionnent pour les paiements cartes, c'est de l'horlogerie très fine, hein, avec des temps de réponse qui sont extrêmement courts et ça ne doit jamais tomber en panne. Mais il n'y a pas de data scientist. Donc voilà, c'est un petit message, parce qu'il y a une mine d'informations, alors à la fois pour la gestion du risque, mais également pour la connaissance client. Il y a des mines d'informations qui sont à exploiter. Merci à vous. Donc maintenant qu'on a fait la présentation des différents intervenants, moi j'ai envie de vous demander où vous vous situez aujourd'hui par rapport à la data science. Je pense qu'il y a différents niveaux de maturité au sein de vos entreprises. Certains d'entre vous certainement sont déjà bien avancés, d'autres ont déjà peut-être fait des expérimentations ou sont en cours de réflexion sur le sujet. Donc si vous pouvez, avant qu'on aborde la question des projets que vous avez déjà réalisés dernièrement, nous dire où vous en êtes sur ces aspects-là. Je ne sais pas qui va démarrer, si on fait le même ordre à chaque fois ou pas. On va faire l'aléatoire. Donc à TF1, comme je vous le disais, on a monté une cellule data l'an passé, enfin il y a un an à peu près. Et donc on a commencé par une mission de recensement ce qu'on appelle des use cases, des sujets qu'on pouvait traiter avec de la data science, ce qui je pense est le bon moyen de prendre les choses. Notre data, elle est née du métier et pas de l'informatique. Parce que quand elle est née de l'informatique, on commence à empiler des datas et acheter des plateformes et savoir s'il faut faire du SQL ou du NoSQL, mais c'est pas vraiment l'enjeu. Donc on a listé l'ensemble des sujets, donc on a 104 sujets qu'on veut traiter, 104, ouais. Alors qui sont plus ou moins gros, hein. Il y en a qui vont... C'est pas beaucoup. On a du travail en tout cas. Et la deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un appel d'offres sur une DMP, donc Data Management Platform. Donc, parce que nous, notre enjeu, il est d'aller collecter les données du digital et bientôt de la télé quand elle aura complètement basculé sur le digital, et de comprendre ce que sont nos clients, parce qu'on fait du suivi d'audience depuis très longtemps à TF1, mais on vous connaît pas, parce que en gros vous regardez tous TF1, vous pouvez le démentir, mais c'est ce qu'on voit. On voit passer 100% de la population en un mois quasiment, donc, mais on ne vous connaît pas, on ne sait pas ce que vous aimez. Et avec le digital, on est en train de toucher du doigt où on va pouvoir connaître vos goûts et avoir une vraie relation de client avec vous. Donc voilà les enjeux de démarrage de notre data science chez nous. Merci. Merci. Donc nous, à Accor, ça fait 3 ans qu'on a une entité data science qui a commencé avec un data scientist sur un projet, j'en parlerai tout à l'heure, qui est quand même un projet assez rupturiste dans ce qu'on va faire et ce qu'on va proposer. Donc là, l'entité data science, il y a 4 permanents et 3 personnes en plus qui sont des... pardon, 3, donc il y a 7 personnes en tout. Je parlerai après des compositions des équipes, des profils, etc. Là, cette année, les enjeux, c'est ce qu'on appelle, on va arrêter de poker, on va industrialiser. On a déjà fait pas mal de choses qui sont rentrées dans les systèmes et qui sont industrialisées là en ce moment, mais là, effectivement, on sort des use cases et on rentre vraiment dans les systèmes. J'en parlerai après. Boîte comme Accor, il y a la coexistence entre des systèmes qu'on appelle les legacy, les systèmes de réservation, les systèmes, etc. C'est des choses qui ont été écrites dans les années 90, 95. C'est des choses, comme on disait tout à l'heure, c'est de l'horlogerie fine. Et à côté, effectivement, il y a les travaux de data science, il y a nos clients internes qui veulent ajouter, intégrer des données pas structurées de la même façon, avec des cycles plus courts, des façons différentes de faire. Donc du coup, il y a la coexistence entre les deux univers, l'univers legacy et l'univers plus moderne, des plateformes moins matures, etc. Donc effectivement, il y a un enjeu de les travaux de data science, les faire atterrir dans les systèmes de prod qui ne doivent jamais s'arrêter, qui doivent tourner 100% du temps pour servir tous nos hôteliers, tous nos clients. C'est ça l'enjeu. Merci. Alors, chez Yves Rocher, on a mené l'année dernière un prototype, on va dire, de big data avec un aspect technique, un aspect utilisation. Donc je vois d'ailleurs
nos partenaires qui ont travaillé là-dessus, Didier et Erwan de chez Business et Décisions. Donc les enjeux, alors déjà qu'est-ce que c'est? Pour nous, c'est répondre à des problématiques de volume, parce que chez Yves Rocher, on a moins d'individus que TF1, mais on en a quand même pas mal, il y a beaucoup de transactions. Et il y a certains calculs qui ont des destinations très opérationnelles qu'on n'arrive pas à faire tourner, sauf à échantillonner. Et il y avait des problématiques aussi de DMP. Alors on a testé une DMP, Isance pour pas la nommer, et qui avec comme retour d'expérience des choses intéressantes surtout sur les investissements digitaux. Où on a aujourd'hui, comme beaucoup d'annonceurs, je pense, des stratégies d'investissement médias silotées. Donc j'investis de la publicité, j'investis des bannières, et sans vraiment pouvoir mesurer le retour, l'impact sur le trafic dans sa globalité. C'est-à-dire que sur le digital, on va mesurer du trafic sur le digital. Quand tu fais de la publicité générale, on ne mesure pas grand-chose en général, mais... donc là, ce que ça a permis de voir, c'est que il y a cette fameuse circulation des individus dans tous les médias de communication, dans tous les points de vente, elle est réelle. Voilà. Et on avait d'autres enjeux qu'on mentionne un petit peu moins, je pense, qui sont des enjeux de management. Parce que on a pour nous, la data, c'est très important, c'est au cœur du business, et on doit faire venir des talents dans nos équipes pour travailler. Et c'est très important de montrer aux gens qui travaillent sur la donnée, sur la statistique, que on a les outils qu'il faut, on a les problématiques qui conviennent à leurs aspirations. Et on a aussi capacité à travailler avec cette nouvelle génération. À mon époque, on ne parlait pas de data scientist, hein, c'est très récent. Nous, on était des statisticiens. Et voilà, il y avait cet enjeu très important. Donc, ça a été un prototype d'une année. Moi, ce que je retiens, c'est, en tout cas pour une entreprise comme Yves Rocher, c'est vraiment de ne pas faire de ce projet quelque chose uniquement de technique. Donc ça demande de la préparation, ça demande de travailler avec tous les acteurs de l'entreprise qui lisent partout dans les revues que le big data va changer leur vie, mais qui ont quand même besoin dans la pratique, dans la réalité de leur travail, de leur business, de voir exactement ce que ça fait. Et bon, voilà, il ne suffirait pas de mettre les données dans un sac et de les secouer pour gagner des millions. Non, c'est pas ça. Voilà, il faut vraiment. Dommage. Faut montrer des. Alors, c'est un peu la stratégie qu'on avait, c'est pas de faire de grandes promesses, de dire voilà, on va essayer, et de petit à petit montrer ce qu'on peut faire avec ça. D'accord. Merci. Chez Ubisoft, la data science a toujours existé, mais c'est, on va dire, démocratisé depuis peu de temps, surtout depuis qu'on. J'aime pas utiliser ce mot-là, mais c'est le mot. Depuis qu'on traque réellement les jeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on remonte tous les logs de jeux dans des serveurs, et ce depuis 2013, si je dis pas de bêtises, donc qui correspond à tous les événements qu'un joueur peut faire. Donc c'est on a la connaissance du what, comme on dit, donc ce que font les joueurs. Mais avant ça, on faisait quand même tout ce qui est analyse, connaissance client, bien sûr. Et aussi, on a beaucoup travaillé sur la motivation. Et là, on répond à la question du why. Donc, pourquoi les joueurs font ce qu'ils font dans le what. Et en fait, cette combinaison des deux, depuis peu, permet d'accroître donc cette connaissance client. Là, je suis vraiment sur le côté jeu en lui-même, donc le côté production, donc studio. Et grâce à ça, par exemple, j'ai une petite anecdote. Quand je me rappelle, le jeu, c'était un jeu avec des lapins crétins, qui est un peu qui est assez connu chez Ubisoft. Et le jeu Lapin Crétin, il y avait des mini-jeux dans ce monde-là, et un mini-jeu où il fallait danser en même temps que les lapins. Voilà, ça faisait gagner des points. Et c'était un monde, en fait, dans un jeu. Et on a remarqué que beaucoup de gens, dès qu'ils allumaient leur console, dès qu'ils lançaient le jeu, allaient directement là.
et ne jouait à aucun autre des mondes et finissait jamais le jeu et recommençait X fois ce monde-là. Et on s'est posé la question, je dis j'y étais pas, hein, mais on va faire croire que j'y étais. On s'est posé la question et on a du coup, on est allé sur le terrain et demandé, où on a récupéré l'information des joueurs et on a été les voir en disant mais pourquoi vous faites ça? Quel est l'intérêt de recommencer X fois le même monde? Et ils nous ont dit mais nous on trouve ça génial de pouvoir danser en même temps que ce qu'il y a à la télé et on s'est dit ah ouais ok, donc il y a peut-être quelque chose. Et est né Just Dance, donc, qui est un jeu qui est aussi connu du monde, on va dire, qui est hardcore gamer, comme on dit, donc de tout le monde. Je pense je ne sais pas si tout le monde a joué à Just Dance. Je vous imagine jouer à Just Dance là d'un coup. Là. Mais on connaît au moins ça, on connaît ce monde-là, et est né en fait à partir de ça, à partir du tracking, à partir de la data science, à partir de aller rechercher l'information dans les données et les croiser avec ce que font réellement les joueurs et pourquoi ils le font. Donc c'est la donnée qui est cachée, parce qu'on arrive et qui au final qui nous l'ont donné directement, c'est cette information-là. On a réussi à créer ce jeu-là qui a le succès aujourd'hui qu'il a, je crois qu'il y a eu 10 éditions et tous les ans on sort ce jeu-là qui a toujours autant de succès. Voilà, ça c'est un exemple de la data science côté studio. Côté business, on va être aussi, on parlait de la DMP. Donc DMP, moi que je connais très bien, vu que je travaille chez Mille Merci et que j'ai monté la DMP chez Mille Merci. Donc si vous voulez, bon, vous n'êtes pas obligé d'aller chez Mille Merci, mais voilà, je connais très bien. Côté DMP aussi, là ça va être un de nos projets, mais ça on en parlera peut-être un peu après. Et il y a tout ce qui est score d'appétence aussi, bien sûr, ciblé. Ça, je pense que tout le monde le fait aussi parmi mes collègues. Donc, cibler la bonne personne au bon moment pour réduire les coûts de marketing et d'envoi. Et donc, voilà, des scores d'appétence qu'on génère de plus en plus et qui sont de plus en plus précis avec la donnée qu'on a aujourd'hui. Merci. Avant, peut-être, du coup, là, dans l'exemple qui est donné sur l'analyse des données qui a permis de s'apercevoir qu'il y avait des comportements dont on ne soupçonnait pas l'existence. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup de données, mais en fait, on est dans une démarche de compréhension, une démarche statistique classique qui doit être un peu la base de toute démarche, j'aurais envie de dire. Là, il n'y a pas d'utilisation d'algorithmes, éventuellement des algorithmes spécifiques de parcours où on va regarder des séquences d'événements, et donc là, c'est peut-être un peu nouveau, parce que dans le temps, c'était pas si facile que ça de le faire, on le faisait en détournant l'analyse textuelle, je me rappelle, pour essayer d'y arriver. Mais là, on est vraiment dans une approche où on veut comprendre. Et aujourd'hui, dans le monde de la data science, peut-être qu'on le verra tout à l'heure, mais des fois, on ne cherche pas forcément trop à comprendre. On cherche à optimiser la prédiction, et tandis que quand on est dans la compréhension, finalement, on est sur je pense, des approches qui sont assez similaires à celles qu'on connaît depuis longtemps. Oui, complètement. J'en parlerai peut-être ça aussi un peu après du terme data science qui est pour moi au final a toujours existé, et on a juste marketé le mot statistique ou statisticien en data scientist, mais c'est peut-être un autre sujet, mais pour moi on a toujours fait ce qu'on appelle data science. Alors, Crédit Agricole Payment Services. Je ne vais pas vous dévoiler les techniques de fraude, mais je vais vous raconter ce qu'on a fait. Alors, je vous disais tout à l'heure que on n'était pas très fourni en data scientist, mais ça ne nous a pas empêché de travailler sur ces sujets. Donc les gros projets qu'on a menés sur ces derniers temps, c'est de pouvoir mettre en place un dispositif en temps réel de détection des comportements de fraude. Donc ça veut dire être capable en temps réel, c'est-à-dire en moins de 10 millisecondes, de pouvoir traiter un historique de transaction et déterminer que le comportement est normal ou non. Et s'il n'est pas normal, c'est de la fraude, on bloque la transaction. Si on n'est pas trop sûr, on va appeler le chargé de clientèle, on envoie le message au chargé de clientèle qui va vous appeler pour se rendre compte avant vous ou le plus tôt possible que vous avez été victime d'une fraude ou non, si on s'est trompé. Qui a été victime d'une fraude à la carte bleue, là, ici on est quand même nombreux, hein. Alors, il y a un seuil symbolique, effectivement. C'est peut-être eux, hein. Bon. Effectivement, c'est plus un. Alors, la fraude, ça reste un événement rare, même si il y a effectivement de plus en plus de personnes qui sont touchées. Alors, principalement sur Internet, j'imagine. Cela dit,
pour vous donner quelques éléments, donc je vous ai parlé de la partie capacité, temps de calcul. Donc là, on a une vraie problématique algorithmique temps réel, donc être capable de calculer en moins de 10 millisecondes sur des historiques de transactions, donc environ 200 millions de transactions qui sont balayées à chaque fois pour pouvoir dérouler tout un ensemble de règles et déterminer un comportement de fraude. Donc là, on a un vrai problème algorithmique qui a été mis en place. Et puis ensuite, une problématique de simulation pour pouvoir mettre en place ce dispositif qui est basé sur des règles d'experts et qui s'appuie sur l'expertise d'hommes et de femmes de grande qualité qui connaissent extrêmement bien le métier pour pouvoir mettre en place ces règles. Alors pareil, quelques chiffres pour vous donner un petit peu des ordres de grandeur sur ce que c'est que la fraude en termes d'événements. C'est à peu près 2 transactions pour 10 000, 0,02%. Voilà, donc c'est quand même relativement rare. Et 2 transactions pour 10 000 avec des systèmes de règles d'experts et des environnements de simulation pour se rendre compte si on se trompe ou si on ne se trompe pas, on arrive à détecter avec un niveau d'efficacité de 50%. Et on se trompe une fois sur 2. Bon, c'est pas terrible, mais si on regarde ça avec un niveau de score, on est sur des lifts qui sont environ de 2000. Ça ferait pâlir beaucoup de statisticiens qui font des scores d'appétence quand on a des lifts à 2000. Donc finalement... Pour peut-être le dire, mais quand on modélise une population équilibrée 50-50, le meilleur lift qu'on puisse obtenir, c'est 2. Et là, on a le modèle parfait déjà. Donc, voilà, donc on a une capacité à avoir une frappe chirurgicale pour détecter ces comportements atypiques qui est très forte. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait jusqu'alors. Et ce qu'on va faire, je vous en parlerai après, puisque c'est le sujet d'après. Regardez un peu de teasing. Merci Yves. Du coup, là l'idée c'est que, alors certains d'entre vous nous ont déjà un petit peu fait part des projets qu'ils avaient menés. Peut-être que maintenant vous l'avez pas tous fait. Donc ce que je vous propose c'est de nous dire les projets que vous avez réalisés dernièrement, si vous pouvez aussi nous en parler. Et puis, on abordera par la suite les projets que vous avez en réflexion, que vous savez que vous allez réaliser. Et si vous pouvez nous en parler, ce sera avec plaisir. Je vais passer la parole à Philippe Perrier parce qu'il a une petite contrainte horaire et comme ça, on sera sûr qu'on va la respecter. Donc pour en venir au projet qu'on a lancé, quand on a lancé l'entité, donc moi non plus j'y étais pas, ça fait 2 mois que je suis chez Accor, mais bon, on m'a raconté l'histoire. Quand l'entité Data Science a été lancée, avant d'embarquer les métiers, le CRM, le e-commerce, etc., sur les approches qui ont été citées, il fallait créer la notoriété, créer du crédit. Et dans l'entité à laquelle je suis rattaché, ça s'appelle Data et RM. RM, ça veut dire Revenu Management. Donc vous savez, c'est tout ce qui est le yield management, les prix, quand est-ce qu'on ouvre, qu'on ferme des tarifs, etc. Et le projet qui est le plus structurant à date et qui a lancé vraiment l'entité, c'est un système de revenu management complètement automatisé. Donc pour la faire simple, c'est comme si la voiture qui conduit automatiquement. Donc vous êtes sur la place du passager et le chauffeur il conduit automatiquement. Donc ce qu'on est en train de raconter aux hôtels, il y a, pour le groupe Accor, il y a 1000 revenus managers qui ont en charge 1, 2, 3, 4 hôtels, ça dépend de la complexité par pays, un réseau, etc. C'est-à-dire qu'on va... On va remplacer, oui effectivement c'est mieux, on va remplacer effectivement ces postes et les interactions qu'il y a avec les systèmes par des choses totalement automatiques. Donc on se sert de données d'historique, on se sert de données d'historique de réservation, on se sert de données de météo, de données de pression concurrentielle, on se sert d'un certain nombre d'environnements, des commentaires qu'on peut trouver sur les différents hôtels, les TripAdvisor, etc. On rentre ça dans un système d'optimisation. Donc effectivement, là on est vraiment dans la data science, on a des algorithmes génétiques, on fait des algorithmes de type deep learning. Et en sortie, la promesse, effectivement, c'est, là cette année, ça va être testé en live. On a fait tout un tas de tests en mode laboratoire et cette année, ça va être testé en live sur 10 hôtels. Ils vont accepter pendant un certain nombre de mois de laisser faire la machine. Donc prendre des décisions d'ouvrir ou de fermer des tarifs et donc de gérer l'hôtel à leur place. Donc ça, c'est le plus gros projet. Et à côté de ça, effectivement, nos autres clients nous embarquent, donc la DMP, le parcours client, les scores, etc., qui sont des choses un peu plus comme quand on était petit, de stats classiques, hein, les histoires de scores, de segmentation, etc., qui sont un peu moins... On travaille aussi avec Télécom Paritech sur des moteurs de recommandation qui sont assez particuliers parce qu'on a assez peu d'événements. C'est pas comme Amazon, c'est pas comme Netflix. On n'a pas
On n'a pas des chroniques très longues, donc effectivement, on travaille un peu sur ces sujets-là. Mais le gros projet, c'est la conduite automatique en revenu management de nos hôtels. Ce qui est à la fois de la data science et aussi de la communication, puisque effectivement, il va falloir... voilà. Donc on a des gros tests, on a de gros enjeux cette année. Si ça marche, on sera très content. Merci. Je voulais te poser, puisque tu as le micro, te poser une petite question peut-être sur ce que tu as fait dans le passé, pas quand on bossait ensemble, mais je me rappelle que tu étais un des premiers à me parler de nouveaux formats d'enquête qui étaient réalisés où au lieu de demander aux gens de remplir des questionnaires, on leur demandait de prendre des photos et de les renvoyer à une adresse. Alors, et de nous dire à peu près à quelle époque c'était. Avant, effectivement, avant d'arriver chez Accor, j'étais chez Ipsos. À Ipsos, j'ai passé les 2 dernières années à Ipsos à lancer des travaux, des réflexions sur la data science. Dans une boîte d'études de marché, on n'a pas toute la partie industrialisation, gros système, donc la data, on n'a pas le V de volume, par contre on se prend la variété. Et donc la promesse qu'on avait, c'est que de plus en plus, en fait, pour répondre à une problématique étude, c'est fini le moment où on pose un questionnaire, on contrôle. Un questionnaire, c'est très peu de questions, un très petit fichier, très structuré a priori. On a lancé des réflexions, des produits d'études sur l'hybridation de plusieurs types de données. Donc en fait, avec un axe structuré, non structuré, avec un axe sollicité, non sollicité. Donc sollicité et non structuré, c'est des questions ouvertes. Non sollicité et non structuré, c'est tout ce qu'on récupère sur les réseaux sociaux. On peut récupérer des traces de logs, etc. Et donc on a lancé des produits d'hybridation. Et on a fait récemment, je dis encore on, j'étais chez Ipsos il y a encore 2 mois, pour un grand alcoolier, une étude où au lieu de poser un questionnaire d'1h30 sur les marques, la notoriété, quels sont les alcools que vous avez consommés au cours des 12 derniers mois et combien, etc., on leur a demandé de raconter des situations, de charger des images. Et donc à partir de ça, effectivement, on a inféré des topics, c'est des topics modèles qui avaient, c'est la sémantique distributionnelle, on a inféré des situations, des présences de marques, du tagage d'images, avec un questionnaire plus court, donc simplement certains KPI. Et effectivement, on a eu des résultats bien meilleurs, puisque personne ne répond à un questionnaire d'1h30. Un questionnaire de 15 minutes, ça passe sur un portable, donc on touche les jeunes, on touche les gens qui sortent, donc c'est bien pour l'alcool. On a aussi fait la reconnaissance d'images pour des produits cosmétiques. Au lieu de leur demander, je crois que c'est l'exemple que tu m'avais donné. Voilà, au lieu de leur demander quelle référence, etc., les gens prenaient les photos, on matchait avec un référentiel de données Sephora, et on a travaillé avec Exalid et avec LTU Technologies pour faire le matchage d'images. Donc en fait, on a lancé, donc Ipsos, mais tous les instituts d'études lancent maintenant la réalisation d'études de marché avec d'autres données que du questionnaire. Mais ça a commencé il y a longtemps, finalement. Ça a commencé, oui, voilà, ça a commencé il y a 2-3 ans. Et puis là, il y a des produits, il y a des études à plusieurs millions d'euros. C'est gros, une étude à plusieurs millions d'euros qui tourne avec 43 pays, etc., avec ce genre de technique. Merci. Philippe, alors du coup je ne sais pas, oui, Pierre-Antoine, donc sur les projets que vous envisagez peut-être de mener, puisque tu nous as parlé de l'expérimentation que vous aviez réalisée, je te laisse la parole. L'expérimentation était concluante, donc maintenant on est en phase de déploiement des projets avec des questions de stratégie, de mise en place de projets en fait, qui sont pas si simples. Alors, sur le plan technique, évidemment, c'est pas simple. C'est quand même des gros investissements, des acteurs très différents qui sont sollicités dans l'entreprise. Je voudrais quand même rebondir sur quelques éléments comment dire, pour faire adopter finalement ces techniques où chez nous, en tout cas dans une entreprise comme Yves Rocher, c'est pas si évident. Et par exemple, on a, à l'occasion de ce prototype, développé des méthodes de recommandation de produits assez sophistiquées. Et donc, on a un portefeuille produit qui n'est pas immense, mais il y a quand même quelques centaines de références. Et voilà, la question, c'est comment proposer le bon produit au bon moment à la bonne cliente. Et notamment, là où c'est difficile, c'est quand c'est des clientes qu'on ne connaît pas du tout, qui nous ont laissé aucune trace, qui n'ont aucun achat chez nous. Et donc là, on a mis en place des algorithmes
plus ou moins compliquées. Et la vérité, c'est que ça ne marche pas toujours. Et qu'il faut avoir aussi l'humilité de se dire que des fois, la personne qui connaît bien son marché, bien son produit, elle est capable de battre l'algorithme. Et donc, c'est des moments où il faut travailler une collaboration avec les gens qui s'approprient finalement le business et les techniques. J'ai un autre exemple comme ça qui date d'il y a plus longtemps, d'il y a quelques années. C'est au moment où le parc de magasins Yves Rocher est reparti en croissance. Donc en fait, aujourd'hui, on a presque 700 magasins, mais il y a 5-6 ans, on en avait 500. Et donc, on a décidé de faire un effort d'ouverture de magasins. Et la question, c'est à quel endroit, ou quels sont les meilleurs emplacements pour ouvrir un magasin Yves Rocher. Et donc là, l'équipe data a été fortement sollicitée pour modéliser un emplacement en fonction de données géographiques sur le lieu potentiel où on ouvre le magasin, sur des caractéristiques de surface, de gérance, etc. Et la difficulté, c'est que les gens qui ouvrent les magasins, ce n'est pas l'équipe data, ce n'est pas nous. Donc et jusqu'à ce qu'on s'occupe de ça, ce sont les gens qui ont pour métier de faire ça. Ce sont des personnes qui sillonnent la France en voiture, qui regardent, qui connaissent... en train de nous expliquer que nous, on apporte de l'aide à la décision, mais que derrière, ils n'en font qu'à leur tête, en fait. Alors non, pas forcément. J'en suis pas là, j'en suis pas à cette conclusion. Et donc, jusqu'à ce qu'on les aide, qu'on travaille avec eux, comment ça fonctionnait. Donc, ils sillonnent la France avec leur voiture, ils regardent, ils voient un centre commercial, ils voient un magasin ProMode ou je ne sais pas à côté, et ça leur fait penser à une autre situation où ils ont ouvert un magasin, et ils se disent, là, forcément, ça a marché, parce que le chiffre d'affaires du centre commercial, c'est 30 millions. Voilà, il y a tout un tas de... Et donc, il a fallu faire un modèle pertinent du point de vue statistique, mais qui reproduisent un peu leur façon de faire. Donc on leur a mis entre les mains un modèle qui dit l'endroit où vous voulez ouvrir un magasin, ça ressemble aux 30 cas que vous connaissez déjà, et vous pouvez moduler ça. Et donc il y a le point sur lequel je voulais insister, au-delà des aspects techniques qui ont très bien été, qui sont passionnants, c'est en tout cas dans mon expérience, c'est la façon dont on interagit avec les autres acteurs d'entreprise, comment on leur fait toucher du doigt la valeur qu'on peut créer avec les données, parce que ils entendent beaucoup de choses à l'extérieur, mais quand même dans la réalité de leur travail, de leur business. En tout cas, moi, je vis ça. Il y a encore un travail de pédagogie et de prise en compte en fin de notre métier. Co-construction, finalement. C'est-à-dire qu'eux ont aussi ces capacités à faire des choix et à embarquer une connaissance qu'on ne retrouve pas forcément dans les données et qu'on ne retrouve quasiment jamais dans les données brutes, mais qu'on est souvent capable de reconstituer a posteriori en croyant de nouveaux indicateurs ou en allant chercher des données qu'eux utilisent mais qu'on n'avait pas initialement pour leur permettre d'avoir des outils où justement ils pourront être encore plus précis dans leur choix, quoi. Merci. J'y vais. Donc là, c'est les projets qu'on a réalisés. Ou que vous allez réaliser, okay. C'est au choix. Okay. Parce que là, il nous reste combien 17 minutes à peu près? Au moins. Bon, on est pas mal. Okay. Donc, moi, j'ai 3 projets en tête. Le premier, c'est le profiling de joueurs. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, on va déterminer à peu près 4 à 5 profils de joueurs. On va les déterminer en fonction de ce qu'ils ont fait à différentes séquences du jeu et les comparer entre eux. Notamment, on va dégager comme profil de joueurs des joueurs on va les appeler les achievers. Donc, ce sont des joueurs qui vont jouer à 100% le jeu. Ils vont finir les moindres quêtes. Ils vont, vulgairement, on va dire, ils vont tuer le jeu. Ce genre de profil-là, il y a aussi le joueur qui aime l'histoire, qui aime le scénario, qui est pris dedans et qui veut à tout prix finir le jeu le plus vite possible sans faire les quêtes subsidiaires, et parce qu'il est pris dedans, comme dans un film. On va aussi avoir le joueur qui aime customiser, qui aime travailler son personnage. Et tous ces différents profils, et j'en passe, tous ces différents profils-là, on va les analyser d'une séquence à l'autre et voir qui passe
On représente ça par un river plot qui passe d'une séquence à l'autre, d'un type à une autre. Et ce qu'on veut faire et ce qu'on fera, c'est de modifier le jeu en temps réel selon les premières séquences de jeu. C'est-à-dire que dès le début, on va essayer d'analyser, catégoriser votre profil pour ensuite faire évoluer le jeu en fonction du profil que vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes effectivement achiever, si vous aimez tout ce qui est quête subsidiaire et les petites difficultés, ce genre de choses, on va automatiquement, et donc là c'est vraiment l'intelligence artificielle qui va derrière, créer le jeu en fonction de vous. Tout en laissant la place, bien sûr, à aussi la découverte et à d'autres profils. On ne fermera pas le jeu parce qu'on sait que dès le début, on peut se tromper aussi. On n'a pas assez d'historique pour définir un profil à 100%. Donc ça, c'est une des premières... et on fait beaucoup cette étude-là. Donc on n'est pas encore en live au niveau du jeu. Donc on ne modifie pas le jeu encore aujourd'hui en temps réel pour des soucis techniques et parce que c'est pas encore possible, mais aujourd'hui on réalise ces études-là et on communique ces études-là aux différents studios en disant voilà quel type de profil vous avez dans vos jeux et on va croiser ça avec ce que je disais tout à l'heure, le pourquoi ils font ça et donc là avec à l'aide de questionnaires, de sondages qu'on fait soit donc directement parmi les joueurs qu'on a analysés ou alors vraiment sur une population ciblée et pour savoir vraiment ce qu'un achiever aime faire. Et donc là, on va partir sur un modèle qu'on appelle ISM, donc c'est la satisfaction matrice, j'ai oublié le I. Bon, c'est la satisfaction en gros. Motivation, satisfaction, ce qui nous satisfait et ce qui ne nous satisferait pas et pour le quoi on quitterait un jeu par exemple et on arrive à modéliser ça du coup sur une matrice. Un deuxième projet, c'est et là je rejoins un peu ce que Philippe disait Philippe de Accor. Disait au niveau du questionnaire, on travaille beaucoup aussi pour évaluer la motivation sur la bonne question qui nous permet de catégoriser directement la motivation du joueur. Et du coup, on a créé un modèle qui permet justement de faire ce questionnaire en 16 questions. On arrive à 16 questions parmi un questionnaire, parce qu'on ne va pas faire un questionnaire juste sur la motivation, mais parmi un questionnaire qu'on peut envoyer, qui peut durer, je ne sais pas combien de temps, ça peut dépendre, mais 1 heure, on va dire. Donc là, pour des joueurs qui ont vraiment envie de répondre à un questionnaire, on peut faire aussi des questionnaires à la volée, où là, ils vont être beaucoup plus courts, effectivement. On va déterminer des questions qui vont nous dire directement, OK, ce joueur-là joue parce qu'il est motivé par ça. Et du coup, ça nous apporte énormément, et en tout cas dans les studios, ça apporte énormément sur la suite d'un jeu, parce qu'aujourd'hui, les jeux sont quasi live. Hein, on ne sort pas un jeu et ensuite on attend le deuxième. Le jeu est modifié quasiment toutes les semaines, on rapporte du contenu, et du coup, ce contenu doit être adapté aux joueurs et on doit comprendre parfaitement en fait, les motivations et le comportement. Le troisième projet qui à la fois n'a rien à voir et primordial, c'est la création d'un data lake dont je suis responsable parce que j'ai pu faire ça dans mon passé. Et donc là, ça sort peut-être de ce qu'on peut appeler data science, même si ça rentre quand même dedans parce que c'est un outil indispensable. Donc on a énormément de données, comme vous avez pu le comprendre. Si tous les jeux sont traqués, donc le moindre événement remonte, on a à peu près 6 millions de joueurs en moyenne par jeu et on en sort 4 par an. Je vous laisse faire tous les calculs avec des joueurs très actifs. On a besoin du coup de rassembler les données en un seul et même endroit, en tout cas nous pour notre département, parce qu'on est assez central, comme je disais, on a besoin d'avoir une connaissance en fait quasi 360 du joueur. Donc analyser un joueur sur un jeu n'a pas vraiment de sens pour nous, il en a pour le studio, mais nous on veut croiser ça avec les données, avec ce qu'il a pu faire sur un autre jeu et établir un profil quasi parfait et croiser ça avec de la motivation. Bref, c'est plein de données différentes. Du coup, le data lake a un vrai apport là-dedans. Donc, c'est amener de la donnée aussi externe. On travaille beaucoup sur le web et sur les réseaux sociaux parce qu'on parle beaucoup d'Ubisoft et les joueurs sont très actifs. Étant donné qu'on a une cible de 15 à 25 ans à peu près de joueurs, donc très actifs sur les réseaux sociaux, donc connaître aussi ce qu'on dit et avoir une image claire du jeu et de l'image d'Ubisoft est indispensable. Du coup, ça c'est aussi un gros projet que je suis en train de mener. Voilà. D'accord. Vous avez combien de segments pour certains jeux au maximum? Combien de profils de joueurs?
Je disais à peu près entre 4 et 5. Oui, donc ça va, c'est pas, Oui, c'est pas ouais, grave. on se limite aussi, ça va dépendre vraiment du jeu aussi, hein, ça évolue vraiment en fonction du jeu, mais il faut garder une cohérence en fait entre les jeux aussi, surtout quand nous on croise les différents profils. Donc tout ce qu'on fait sur des données massives à des fins statistiques, pour établir des profils, pour comprendre un petit peu comment les gens se comportent avec un jeu ou avec des produits, on n'a pas de souci pour le faire, mais dès lors qu'on va jusque derrière l'utiliser pour faire du profilage, dans la nouvelle législation, il y a des choses un peu plus précises qui sont spécifiées. Merci. Désolé, hein, mais c'est... Ouais. Mais beaucoup d'entreprises, voilà, aujourd'hui vont devoir se mettre en conformité sur un certain nombre de choses. Donc. Ok, donc sur nos enjeux à venir en matière de lutte contre la fraude. Alors, juste pour revenir sur les taux de fraude que je vous donnais tout à l'heure, ce sont des chiffres interbancaires, hein, ce sont la moyenne des banques. Pour vous donner un autre ordre de grandeur, ça a un peu plus de 400 millions en France, hein, toutes banques confondues, la fraude. Donc si on arrive à baisser de 10%, c'est 40 millions et ça se mesure tout de suite. Donc c'est des ROI qui sont assez sympas et qui permettent de justifier après des investissements sur ces sujets-là. Donc justement, les investissements à venir ou ce qu'on peut en faire. Donc je vous expliquais que aujourd'hui, on travaille beaucoup à base d'experts, avec des experts qui finalement vont faire eux-mêmes des modèles type régression, parce que c'est des règles qui sont constituées avec des pondérations qu'ils mettent en fonction de leur expertise. Et ils créent ces règles de manière autonome. Donc en fait, c'est des data experts, hein, c'est pas des data scientists. Et le but, c'est justement d'aller un petit peu plus loin avec cette data science. Alors, on a expérimenté plusieurs choses. Notre enjeu, c'est de continuer à baisser le risque, mais sans embêter les utilisateurs, parce que sinon c'est contre-productif. C'est le problème des deux types de faux positifs, c'est-à-dire la fraude qu'on laisse passer, et donc là on s'est trompé, et puis la transaction qu'on croit frauduleuse et qu'on bloque, alors que le client utilise... selon lui, normalement, sa carte bleue, quoi. Voilà, et ça, c'est beaucoup plus dramatique pour une banque. On préfère supporter le risque que de gêner. Hein. J'ai toujours tendance à prendre l'exemple, l'adage célèbre, hein, si on ne veut pas trop de sécurité tue la sécurité. Si on ne veut pas de risque, on coupe les robinets, mais on n'a plus de business. Donc c'est toujours un équilibre entre les deux. Donc par rapport à ces sujets où on peut mettre de la data science, l'objectif, lorsqu'on met en place un dispositif de détection en temps réel, on va modifier les comportements. On va les modifier en temps réel puisque le fraudeur va s'adapter et il va toujours chercher à trouver les nouvelles limites. Et c'est parfois assez étonnant, on a l'impression qu'on met une porte, qu'il y a beaucoup de monde qui pousse derrière la porte, et si on commence un petit peu à l'entrouvrir, boum, on se prend un gros bourre-pif. Et donc l'objectif, c'est dès qu'on commence à fermer les portes, forcément, les nouvelles portes qui sont identifiées, elles sont un petit peu plus petites. Et si elles sont un peu plus petites, c'est-à-dire que le comportement atypique, il devient de moins en moins atypique. Et s'il devient de moins en moins atypique, on va avoir tendance à un petit peu plus s'embêter. Donc ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc en fait, on a deux approches par rapport à ça. On a une approche de se dire, bon, faut qu'on s'améliore dans la capacité à détecter ces nouveaux comportements atypiques. Et pour ça, le sujet, lorsqu'on est sur des données carte bancaire, on est sur des données transactionnelles. Une transaction, il y a assez peu d'informations. Il y a un numéro de carte, il y a une date, il y a un montant, il y a un code pour savoir est-ce que la transaction est acceptée ou refusée, un code commerçant mais qui est très généraliste, et un code pays. Voilà, on a 6-7 données qui sont qualifiées, donc on se dit c'est quand même relativement pauvre pour pouvoir en tirer un comportement. Mais en fait, on a tout l'historique. On a l'historique à la fois des opérations du client, mais de l'ensemble de nos clients, donc également des différents pays dans lesquels il passe. Et donc après, on a tout un travail un petit peu de modélisation, de représentation de ces données, pour que finalement, on rajoute des nouvelles informations à partir de cet historique. On va créer des indicateurs, par exemple le nombre d'opérations sur une carte en 1 heure, le nombre d'opérations refusées réalisées à l'étranger sur 1 heure. Et là, on peut créer une multitude, une infinité d'indicateurs. Et toute la difficulté, justement, c'est cette infinité. Aujourd'hui, ce sont des indicateurs qui sont calculés à base d'experts, et donc ils sont finis. Et un des gros enjeux pour nous, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas mettre
des algorithmes, un peu plus de puissance de calcul, guidés par l'événement qu'on connaît, hein, c'est de la fraude, c'est pas de la fraude, donc supervisés, pour rechercher de manière automatique ces nouveaux indicateurs et augmenter notre espace de connaissances. Et après, créer nos modèles non plus sur pas sur 7 champs, parce que ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on est plutôt à 1000, 2000, mais de se dire, si on augmentait notre espace d'indicateurs à 10 000, 20 000, 30 000 informations qualifiées, là, on serait capable d'être plus performant. Donc ça, c'est un premier axe. Et un deuxième axe qui est également important, c'est de se dire, est-ce qu'on n'est pas capable, plutôt que de détecter un comportement qui est atypique, de comprendre le comportement normal de l'individu, et s'il y a une déviance par rapport à ce comportement, de se dire « ah là, c'est pas normal ». Et finalement, lorsque, pour une opération, on va calculer une probabilité que cette opération soit frauduleuse, ben, si cette probabilité elle est liée à un comportement qu'on a identifié comme étant normal, bon ben, c'est pas un comportement de fraude, mais c'est bien le comportement normal du client. En général, un autre adage qui marche bien à gestion du risque, hein, c'est que le fraudeur, lui, c'est un businessman, hein, il a envie de se faire de l'argent, il y a un aspect très rentabilité par rapport à son opération. Donc son objectif, c'est d'avoir le maximum d'argent dans le minimum de temps. Et si ça peut être du cash, c'est encore mieux, ou sinon, il faut que ce soit un bien qui est revendable. Ça ne va pas trop l'intéresser d'acheter des couches ou d'acheter des chaussures. Il va plutôt avoir intérêt à acheter quelque chose de revendable. Donc cette notion d'accélération de l'opération, cette notion d'instantanéité, c'est également quelque chose qui est importante dans la manière de modéliser. Voilà, donc c'est un peu ces deux axes qu'on essaye d'identifier. Et donc quand on est sur cette caractérisation d'un comportement normal, finalement, si on ne rentrait pas par cette porte-là, la difficulté, c'est que le comportement du fraudeur, donc, qui est celui qui va chercher à récupérer le maximum d'argent dans le minimum de temps, si on a commencé à l'identifier, il va se rapprocher d'un comportement d'un client qui est plutôt un client haut de gamme, qui utilise intensément ses moyens de paiement. Et ça, c'est encore plus embêtant. D'où l'importance d'avoir cet axe de recherche de comportement. Alors, ça peut paraître simple avec des méthodes classiques, mais finalement, quand on les teste, ça ne marche pas très bien. Des méthodes de type classification hiérarchique, nuée dynamique, parce qu'on est sur des problématiques de classification mélangée. Un individu, il n'est jamais dans une seule catégorie. Donc, en fait, on est sur des individus qui sont dans plusieurs catégories. Quand on utilise une carte bancaire, finalement, on n'a pas un comportement qui est récurrent. On va avoir différents types de comportements, et c'est ça qu'il faut arriver à modéliser. Et aujourd'hui, voilà, on est un peu en mode aussi R&D et test sur ces sujets-là, parce qu'il n'y a pas de résultats trivial sur ce sujet. On est multiprofil quelque part, mais le profil d'utilisation et d'usage qu'on va avoir est fonction d'un certain nombre de paramètres, et ça devient déjà pas toujours simple de nous classer dans un profil, mais quand on en a plusieurs et qu'on est influencé par un certain nombre de paramètres extérieurs et ce sont des données qu'on n'a pas, par ailleurs, ça devient, c'est vrai, un peu plus compliqué. Et donc, de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que vous avez des projets pas mal sur la partie plutôt préparation des données, recherche d'indicateurs plus pertinents, et puis aussi, sur l'autre plan, test de nouvelles approches algorithmiques et notamment machine learning, quoi. Voilà, avec une notion de classification. Alors, pour vous faire un retour d'expérience sur des tests qu'on a pu faire avec des algorithmes de machine learning qui étaient des algorithmes semi-automatiques, à la fois d'exploration de données et également de modélisation. Et ça, c'est quelque chose qui est assez frustrant, mais qui est une démarche assez, on va pas dire classique, mais normale d'un consultant ou d'un éditeur de logiciel, qui est de montrer qu'il a le produit le meilleur du monde. Et donc, on avait essayé de travailler sous forme de bench avec un éditeur qui, dans sa démarche, nous avait dit donnez-moi vos données et je vais vous faire marcher ma bécane. J'ai des algorithmes qui sont super puissants et vous allez voir, ça va être, je vais vous sortir la pépite, le truc que vous n'avez pas vu. Ce qu'on a entendu souvent ces dernières années. Voilà, ce qui n'est pas de bol, c'est qu'il n'y a rien qui est sorti et que finalement, le besoin d'intégrer l'expertise métier, la compréhension des données avant de construire un modèle, on n'arrête pas de le rabâcher, mais ça reste complètement essentiel et c'est un des facteurs de succès de ce type d'approche. Donc,
il y a encore du travail, mais voilà, ce sont des tests qui sont faits. Finalement, nos métiers changent, mais sur la base, on reste quand même sur la même chose. Alors, on n'a pas entendu, Philippe, sur les nouveaux projets ou les projets déjà réalisés. Je pense qu'il y a pas mal de choses du côté de TF1. En fait, ouais, on a différents sujets, mais qu'on pourrait classifier sur deux catégories. Pardon. Un, c'est de la création de data, parce que pour vendre de la pub, ben, les annonceurs que vous êtes tous cherchez une data particulière. Et donc nous, on se doit maintenant, compte tenu de nos concurrents américains, de produire cette data et de ces segments particuliers, intentionnistes, acheteurs, futurs acheteurs de télé, de voitures, etc. Donc nous, on travaille sur ça, sur la création de segments en appétence avec les clients de la pub. Et la deuxième chose, et on l'a entendu plusieurs fois là, c'est la reco. La recommandation, ça devient une sorte de... C'est plus un must-to-have, maintenant ça devient quasiment mandatory. Il faut qu'on ait de la reco. Et nous, on a différents sites pour TF1 où on a des différentes recos. On a fait des tests l'année dernière. On voit bien que faire de la recommandation pour des articles ou des vidéos de LCI, c'est pas la même chose que faire de la recommandation sur MyTF1 VOD où on est sur un usage et un achat. Et c'est pas non plus la même chose que de faire la recommandation sur MyTF1. Donc là, on a mis en place deux équipes différentes pour travailler sur ces deux sujets, et ça va certainement pas être les mêmes façons de procéder pour l'un et l'autre. Sur LCI, on va peut-être plus être sur la recommandation basée sur du textuel, alors que sur MyTF1, on sera peut-être sur autre chose. D'accord. Merci. Alors, on arrive presque au terme de cette table ronde. J'avais une dernière question à vous poser. Et je voudrais vous demander d'y répondre assez rapidement parce que je voudrais qu'on garde un petit peu de temps pour les questions. Si vous aviez 2 conseils à donner comme ça aux entreprises qui aujourd'hui envisagent ou désirent se lancer sur l'intégration de la data science ou même du data mining, lesquels seraient-ils ? Alors, nous, ce qui nous semble important, c'est une équipe data intégrée, et on en a parlé ce matin avec, je crois que c'est Rico qui me présentait ce triangle de tri-compétences, métier, informatique et statistique. Il faut vraiment mettre ces trois types de profils. Alors les avoir dans la même personne, c'est compliqué, mais il faut les mettre dans la même équipe, pilotée par la même personne. À mon sens, c'est quelque chose de beaucoup plus important que de se demander si on va utiliser du Python ou du R, ou si on va faire du SQL ou du NoSQL. SPAD ou DataIQ. Je peux qu'approuver ce conseil, c'est évidemment essentiel. D'expérience, moi je pense qu'il faut, comme tout projet, bien le préparer, ne pas négliger le temps de préparation d'un projet. Premier conseil. Et deuxième conseil, éviter les périodes trop longues pendant lesquelles on n'est pas visible en mode projet. Et donc il faut montrer, même si c'est des choses qui ne semblent pas de la valeur fondamentale ou révolutionnaire, mais tout au long du projet, montrer que ça apporte des choses tout au long du projet. Viser des résultats courts sur des cycles courts où on démontre, par exemple en utilisant de nouvelles données, qu'on apporte quelque chose ou ou ça n'apporte rien. C'est une réponse aussi, c'est-à-dire qu'on a avancé entre-temps. Si je peux rajouter, il faut éviter l'effet je veux le meilleur modèle du monde. En entreprise, il faut être au rendez-vous de la mise en production. Il y a un moment, il faut savoir y aller petit à petit, c'est-à-dire montrer qu'on sait faire quelque chose dans un premier temps et après on peut l'optimiser, quoi. Moi, je rejoins complètement Philippe aussi sur les différentes disciplines qu'on doit avoir, ou différentes compétences qu'on doit avoir dans une équipe. Typiquement, chez Ubisoft, on a vraiment des expertises. C'est pour ça que moi, je suis Data Scientist Technical Leader, parce que j'ai cet aspect technique que mes autres collègues à qui je travaille tous les jours n'ont pas. On a une experte en statistique, une statisticienne pure et dure. On a l'expert métier, on va avoir un expert en R et plutôt en data science aussi en général, mais ça veut tout rien dire, mais il est bon en informatique et aussi en statistique.
Et on va aussi recruter du coup des data engineers pour nous aider à monter le data lake. Donc c'est toutes ces différentes compétences qui font qu'on devient et qu'on peut monter un data lab et faire de la data science. Et deuxième conseil que je donnerais, ce serait de laisser le temps aussi aux data scientists de sortir des modèles, ne pas les presser, là je parle, je pense que le temps est aussi important, on veut des résultats assez rapidement, mais... Le temps dépend d'une entreprise à l'autre. Hein. Oui, on a tous un rapport personnel au temps. Alors c'est combien de temps par exemple? Parce que ça dépend, on a des gens qui pensent qu'il suffit d'une journée pour sortir un modèle exceptionnel, quoi. Après, effectivement, il faut aussi arrêter un moment. On ne peut pas avoir le modèle parfait, même au bout de X années, je ne sais pas. Mais il faut juste avoir en tête qu'on ne peut pas sortir effectivement quelque chose en un jour, comme tu as pu le dire. Mais voilà, laissez le temps. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je rajouterais juste deux choses. D'abord, savoir ce que l'on veut faire avant de savoir quel outil on a envie d'utiliser. Ça me semble essentiel. Et puis le deuxième point qui est aussi essentiel, c'est éduquer nos décideurs. Data scientist, c'est intelligence artificielle. Intelligence artificielle, c'est l'intelligence automatique. Donc en gros, il n'y a plus rien à faire et ça va le faire tout seul. Et puis on a des sociétés avec des Dr Watson qui nous expliquent qu'ils savent tout faire tout seuls. Et ça, je crois qu'il faut lutter contre ça parce que après, on va au-devant de grosses désillusions. Voilà. Merci messieurs pour ces retours d'expérience, je pense très intéressants. Est-ce que vous avez des questions? On a peut-être le temps pour prendre 2 ou 3 questions. Bonjour. Depuis quelques années, on voit émerger de plus en plus de plateformes de données ouvertes, des open data. Il y a des initiatives d'État avec l'État Lab ou même régionales ou même communales. Il y a des plateformes SNCF, RATP. Il y a plein de données ouvertes qui arrivent à accès à tout le monde. Est-ce que c'est des données que vous utilisez, que vous intégrez dans vos modèles pour les perfectionner? Est-ce que c'est quelque chose qui vous apporte de la valeur? Et si oui, est-ce que vous avez des petits exemples concrets sur lesquels vous pourriez en parler un petit peu? Je ne sais pas si on va avoir le temps de répondre à toute la question, mais est-ce que vous utilisez des données d'open data? Vous? Alors, nous c'est quelque chose qu'on regarde. On regarde actuellement les données de l'INSEE pour aller chercher pour créer de la data autour de nos individus. Et ce qui nous intéresse, par exemple, c'est la constitution du foyer. Est-ce qu'on est sur des foyers plutôt célibataires ou avec des familles? Donc ça, c'est une donnée qui a de l'importance pour certains de nos clients. Donc c'est des choses qu'on essaye de faire. Et donc de modéliser le rapprochement, qui n'est pas forcément simple, entre une donnée agrégée et un individu qu'on a vu passer. Nous, on ne l'utilise pas, mais c'est clair que c'est une voie très intéressante. On utilise beaucoup de données géographiques, donc des données ici du recensement, pour comprendre l'environnement, soit d'un magasin, soit d'une cliente. C'est de l'open data quand même, ça. Alors, c'est de l'open data, mais je pense que aujourd'hui, les plateformes et les diversités des données qu'on peut trouver est beaucoup plus vaste. Et donc non, mais beaucoup d'intérêt pour ça, encore, pour les mois, années à venir. Moi, à ma connaissance, non, mais peut-être. Je sais pas. Comme ça, on a. Non, sur la sécurité des paiements, on a notre problématique, elle est en réel. Donc récupérer des données extérieures comme ça, c'est pas très compatible en fait. Une dernière question peut-être? Oui, moi j'ai une question là, dont la réponse n'est peut-être pas très simple et n'est pas unique, mais est-ce que vous auriez des conseils à donner sur le choix d'une DMP et d'outils d'analyse statistique, effectivement, pour une PME qui voudrait se lancer là-dedans? Ou alors ça ne peut pas se répondre comme ça? Il se passe la patate chaude. Difficile de donner un conseil d'une prestation parce qu'étant incorruptible et donc je suis très cher, j'ai pas pu avoir d'input là-dessus. Bon, nous on est très récent là-dessus, on a testé la DMPisance
d'autres on est content. Et puis sur les outils data, je rejoins ce qui a été dit par mon collègue. Ce qui est très très important, c'est d'abord de se demander ce qu'on veut faire, quels sont les usages, à quel horizon, avant de se dire voilà l'outil le meilleur sur le marché. C'est pas... Alors, on n'a pas entendu trop parler d'éléments de retour sur investissement. Est-ce que c'est trop tôt aujourd'hui ou est-ce que vous avez déjà des choses sur lesquelles vous pouvez nous éclairer? Si, sur les éléments de sécurité, le retour sur investissement est quasi immédiat, hein. C'est des retours sur investissement qui se font en quelques mois, c'est moins d'1 an. Et après, c'est que du bénéfice. Mais parce qu'on est capable d'associer à la fois la partie exploratoire, prédictive, à la capacité à l'exploiter en temps réel, donc à toute la partie production. Et ça, c'est un sujet, on ne l'a pas trop abordé, mais lorsqu'on crée un modèle ou lorsqu'on crée un système d'experts, ensuite il faut pouvoir l'exploiter en temps réel, il faut pouvoir l'exploiter dans la chaîne de production. Et donc si on n'a pas cette chaîne complète, on peut empiler les coûts. Donc nous ayant eu cette vision dès le début de se dire on a besoin, la finalité c'est bien de pouvoir être en temps réel à bloquer les opérations de fraude lorsqu'elles sont considérées comme telles. Le retour sur investissement est quasi immédiat, ça a été 3 mois. Mais c'est assez facile à calculer aussi pour vous. Parce que... Et c'est extrêmement facile à calculer, absolument. C'est ce qui rend les choses plus complexes parfois. On prend une dernière question. Je pense qu'on va vous participer à la table ronde tout à l'heure. Je pense qu'on va, si on peut, aborder la question lors de la prochaine table ronde qui sera animée par Gilbert Saporta et sur laquelle on parcourra des questions qu'on n'a pas abordées du tout ici, notamment la question de quid de l'open source. Est-ce qu'il faut tout mettre dans l'open source ou pas? Est-ce qu'il faut avoir une plateforme Big Data ou pas? Quid de la réglementation des données? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est en conformité ou pas? Donc ces questions, on les abordera tout à l'heure. Et dans un premier temps, on va accueillir l'éditeur DataIQ, qui est partenaire, comme on vous l'a dit, de l'événement, pour une démonstration. Merci.